Mackenzie Sherrill risque la prison à vie pour les meurtres de son petit ami et de l'ami de celui-ci. Maintenant, après avoir parlé devant la caméra pour la première fois dans le documentaire Netflix, The Crash, ses avocats supplient la Cour suprême de l'Ohio de lui donner une nouvelle chance. Je vais vous expliquer leurs arguments et si le nouveau documentaire dont tout le monde parle pourrait jouer un rôle dans tout cela. Je suis Anjanette Levy et voici Law and Crime. Mackenzie Shirilla tente un grand coup, un vrai pari de la dernière chance. La meurtrière condamnée pour double homicide demande à la Cour suprême de l'Ohio d'examiner son appel. Cela fait suite à la décision d'un tribunal inférieur, estimant que son avocate a manqué à sa tâche en déposant le dossier un jour trop tard. Et avec tout le buzz autour du documentaire Netflix, The Crash, Mackenzie pourrait penser qu'elle a une chance. Je n'en suis pas si sûre. Je vais bientôt aborder la partie juridique, mais d'abord, voyons comment nous en sommes arrivés là. C'était le 30 juillet 2022, Mackenzie et son petit ami Dominique Rousseau sont allés à une fête de remise de diplôme, puis chez un ami pour une soirée pyjama. L'ami de Dominique, Davion Flanagan, était également présent. Tous trois sont partis dans la Toyota Camry de Mackenzie, conduite par Mackenzie. Ils roulaient sur la route. Il était environ 5h30 du matin. Et puis ceci. Duty. Radio. La voiture est en train de se séparer en deux. Radio, il y a un occupant à l'intérieur. Envoyez-nous une équipe tout de suite. On doit casser la vitre. Envoyez-nous d'autres unités. D'autres unités à envoyer tout de suite, Mita? Attends, il est en train de mourir. Hé! Tu veux... 60 à gauche, sur les 3 de l'Alameda. Ce n'est pas non plus un accident récent. Elle est ici depuis un moment. Radar, on a au moins 2 occupants ici. Personne ne bouge. Mon Dieu. Mon Dieu, ça fait 3, les gars. Radio, 3 occupants. Personne n'est conscient. Personne ne respire. Hé, casse cette fenêtre. Bleu. Mon Dieu, mec. Dave, bébé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Rien, d'accord. Elle était genre, juste ici. Ouais, celle-là où... Ok. Non, tu devrais t'asseoir, mon Dieu. À Alameda, une voiture a percuté un bâtiment. 2 personnes dans le véhicule sont mortes. Dollar était au volant. Qui est mort? Je ne sais pas qui c'est. Il y en a un qu'on ne connaît pas. Il s'appelle Jacob. Est-ce que quelqu'un connaît Jacob? Dom? Non, arrêtez. Que faites-vous? Guys, je sais avec quoi on a dû faire face. Votre fille va bien, elle nous parle. D'accord, je dois encore te parler une fois. Je vais t'expliquer où en est le service de police. Où on en est aujourd'hui, d'accord? Transparence totale, il y a de la drogue dans la voiture, elle avait un sachet de champignons sur elle et une balance. Transparence totale, les gars, je suis désolé. Je préfère vous l'annoncer d'un coup. De la drogue dans la voiture. C'est le bazar, d'accord. Nous ne ferons rien ici comme une prise de sang, mais la prise de sang fera probablement l'objet d'une réquisition pour information. Ils vont lui remettre une assignation pour la prise de sang. D'accord. Comme elle est inconsciente, je vais agir. Si elle parle ou se réveille, il nous faut le nom du passager. D'accord. Attends. Tu ne sais pas? Nous ne savons pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Jacob. Non. Oui, 4. Personne. Dans la voiture. Elle conduisait. Un à l'arrière. Jacob était à l'avant. Davion à l'arrière.
Vous êtes le parent. Vous avez le droit de savoir. C'est sérieux. Nous avons été les premiers à arriver et découvrir les lieux. Donc elle a fait un signe de la main, mais elle n'était pas réveillée, donc elle était... En train de perdre et reprendre connaissance. Elle a été complètement extraite du véhicule. Je sais qu'elle a une grave blessure à la jambe. Comme je l'ai dit, elle parlait. Elle parlait, d'accord? Et elle avait sa ceinture de sécurité. Oui, nous avons dû la couper pour la sortir. Oui, ça t'a probablement sauvé la vie. Mon Dieu, elle. À sa ceinture de sécurité. Je ne pense pas que les autres en aient. Mon Dieu. Mon Dieu. Chut, c'était au Progress à Alameda. Comme je l'ai dit, ils ont percuté un bâtiment à grande vitesse. Elle l'avait sur elle. Elle n'a pas percuté un autre véhicule. Seule sur elle ou une autre personne, si c'est à plusieurs, ça va être le chaos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient là. Ce n'est pas ton souci principal, oui. Eh bien, j'essaie juste de recueillir des informations. Je suis une collectrice d'informations. Collecteur, je te dis seulement ce que je sais. C'est à ce moment-là que la voiture de Mackenzie Sherrill a percuté un mur de briques à près de 160 km à l'heure. 2 jeunes hommes ont été tués. Sherilla a survécu. Les procureurs ont déclaré qu'elle a intentionnellement foncé dans ce mur, tuant Dominique Rousseau et leur ami Davian Flanagan. Sherilla a choisi un procès devant un juge unique, pas de jury, et la juge qui a entendu son affaire l'a déclarée coupable de 2 chefs de meurtre et l'a condamnée. Il y a de très fortes chances, Mackenzie, que tu passes le reste de ta vie en prison. Cela ne dépendra pas de moi. Cela dépendra de la Commission des libérations conditionnelles, et cela dépendra en grande partie de toi. Je comprends que la douleur présente dans cette salle voudrait que j'impose la peine la plus sévère, mais je ne pense pas que ce serait la peine appropriée, car je crois que Mackenzie ne sera pas libérée dans 15 ans. Donc, elle est condamnée pour le 2e chef d'accusation, le meurtre de Davian Flanagan, à une peine de perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Elle est condamnée pour le 1er chef d'accusation, le meurtre de Dominique Rousseau, à une peine de perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans, à purger en même temps que l'autre peine, avec crédit pour le temps déjà purgé. Mais maintenant, Sherilla se défend. Son équipe juridique a porté son affaire devant la Cour suprême de l'Ohio, invoquant une subtilité technique si minime qu'elle se résume à un seul jour et à une année bissextile. Le dépôt fait la une des journaux seulement quelques semaines après que Netflix a diffusé The Crash, sa première interview filmée depuis que tout cela est arrivé. Alors, quel est le lien entre le documentaire et l'appel? Et cela pourrait-il réellement nuire à son dossier? Sherilla a toujours affirmé que c'était un accident lié à une perte de connaissance, sa famille mentionnant le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS, mais son avocate n'a jamais fait témoigner un expert médical à ce sujet. Donc, cette affirmation n'a jamais été prouvée devant le tribunal. Revenons maintenant à ce nouvel appel. Les avocats de Sherilla ont déposé cet appel devant la Cour suprême de l'Ohio le 27 avril. Ils demandent à la Cour d'examiner l'affaire, mais celle-ci n'a pas encore décidé. Toute l'affaire se résume à un calendrier. Voici pourquoi. Selon la loi de l'Ohio, un prévenu condamné dispose de 365 jours après le dépôt de la transcription de son procès pour contester sa condamnation. La transcription du procès de Sherrill a été déposée le 24 octobre 2023. Ses avocats ont déposé leur requête en réexamen après condamnation le 24 octobre 2024. Cela fait 366 jours, soit un jour après la date limite. Alors, comment cela a-t-il pu arriver? Ses avocats expliquent avoir manqué la date limite car ils n'avaient pas pris en compte le fait que 2024 soit une année bissextile. Le 29 février, ce jour supplémentaire, disent-ils, a faussé leurs calculs. Voici le problème. La Cour d'appel a rejeté cet argument. Une juge a écrit que la loi de l'Ohio est claire. Vous avez 365 jours et non jusqu'à la date anniversaire d'un an. Une année bissextile ne change rien à cela. Maintenant, il y a un autre aspect dans cet appel. Son équipe juridique affirme également dans cet appel que son avocate n'a pas enquêté sur cette condition médicale, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS, qui peut provoquer des pertes de connaissance. Il pense que s'il l'avait fait, elle aurait pu être acquittée. Des preuves médicales indiquent que Mackenzie Sherilla souffrait d'une condition préexistante pouvant causer une perte de connaissance au volant. Maintenant, Sherilla porte son affaire devant la Cour suprême de l'Ohio. Ses avocats soutiennent que si le délai avait commencé plus tard, sur la base d'une autre transcription, son dépôt aurait été anticipé et non en retard.
Voici pourquoi c'est important. L'affaire Sherila a débuté au tribunal pour mineurs. Un juge a tenu une audience pour décider de son transfert devant la juridiction pour adultes. Ses avocats affirment que ce juge n'aurait jamais dû transférer son affaire et ils en ont fait le premier point de leur appel direct. Mais le procès-verbal de cette audience devant le tribunal pour mineurs n'a été déposé que le 15 décembre 2023, soit près de 2 mois après le procès-verbal du procès. Les avocats de Sherila affirment que le délai de 365 jours aurait dû commencer le 15 décembre et non le 24 octobre, et ils s'appuient sur un élément du dossier pour étayer leur argument. La défense a souvent cité le procès-verbal du tribunal pour mineurs. Le mémoire du ministère public a aussi cité le procès-verbal du tribunal pour mineurs, et la décision ainsi que l'appel ont mentionné les preuves présentées lors de l'audience de transfert, utilisées par les deux parties. Ses avocats estiment que cela doit être le point de départ. La Cour d'appel a dit non. La loi parle du procès-verbal du procès, pas de chaque procès-verbal de chaque audience. L'avocate de Sherila intervient. Les avocats demandent à la Cour suprême de l'Ohio de régler le conflit et avancent un autre argument. Bien qu'elle ait raté la date limite, ils estiment que la Cour doit examiner son cas vu l'importance des enjeux. L'appel le formule ainsi. Lorsqu'une requête fournit des raisons substantielles de croire que la prévenue serait acquittée lors d'un nouveau procès, les principes d'équité peuvent être invoqués pour excuser le dépôt tardif. Ce qui nous amène au documentaire Netflix. Dans The Crash, Sherila parle enfin devant la caméra pour la première fois et elle essaie d'expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle dit « Je me souviens d'avoir tourné dans la rue, puis je me réveille à l'hôpital le lendemain et toute ma vie est brisée. » Lorsqu'on lui demande à propos de sa relation avec Dominique, elle répond « Nous serions probablement déjà mariés aujourd'hui. C'était tumultueux, mais c'était bien. Nous étions amoureux. » Mais voici le moment dont tout le monde parle à la toute fin du documentaire. Les réalisateurs révèlent que son avocate était dans la pièce tout le temps, et on voit son attitude changer. Elle se tourne vers lui demande comment elle est perçue, puis elle se retourne vers la caméra et dit « Je mets beaucoup l'accent sur l'absence d'intention. » Il n'y avait absolument aucune intention. Voici une question. Le documentaire fait-il partie de la stratégie juridique? Cela aide-t-il son dossier devant la Cour suprême ou pourrait-il lui nuire? Pour discuter de tout cela, j'aimerais inviter Diane Manaski. C'est une avocate de la défense pénale dans l'Ohio. Elle a représenté plusieurs clients très médiatisés. Diane, je sais que vous suivez cette affaire. Quelles sont vos impressions sur Mackenzie Sherila qui s'adresse à la Cour suprême de l'Ohio en disant « S'il vous plaît, acceptez mon appel, examinez mon appel ». Oui, je crois que leur dernière tentative en avril, leur requête post-condamnation, a été rejetée car ils ont raté une échéance. Et maintenant, ils demandent en quelque sorte à la Cour de faire une exception pour eux. Je pense qu'ils ont très peu de chances d'obtenir gain de cause. Ils ont simplement manqué une date limite, c'est aussi simple. Ils ont effectivement manqué la date limite d'un jour, ce qui me paraît vraiment absurde. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que tu saches que ta date limite approche, que tu ne demandes même pas de prolongation et que tu déposes tes documents avec un jour de retard. C'est tellement immature, franchement. Ce qui me choque, c'est que tu sais que ton client est en difficulté et a besoin de toi, mais tu trouves des excuses comme « il y a une année bissextile » et d'autres bêtises. Et il me semble, d'après ce que dit le procureur, que la loi est assez claire. Vous avez 365 jours, vous avez 1 an. Est-ce que ça pourrait être plus clair? Et je pense que ce qui donne aussi l'impression que tout cela est brouillon et fait à la dernière minute, c'est que certains des déclarations sous serment joints à la requête post-condamnation ont été notariés le même jour que le dépôt. Donc, c'est clairement, vous savez, attendre vraiment le tout dernier moment. Et pour appuyer votre propos, vous savez, le travail des avocats en appel consiste littéralement à suivre les délais. C'est le travail d'un avocat en appel de connaître les délais de dépôt des documents. Et si vous ne pouvez pas respecter les délais de dépôt, déposez des requêtes de prolongation et vous savez respecter l'échéance parce que les délais sont ce qu'ils sont. Ce sont des délais stricts. Oui. C'est ça. Mais les tribunaux sont souvent flexibles. Donc, j'ai vu à plusieurs reprises, dans plusieurs affaires, qu'un avocat va devant une cour d'appel et demande une prolongation de 30 ou 60 jours et ils accordent toujours ces demandes. Il est assez rare qu'ils ne vous accordent pas une prolongation. Eh bien, mais je pense que l'essentiel ici, c'est d'agir de manière proactive avant que la date limite ne soit dépassée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je ne pense pas que ce soit... Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vrai pour les cours d'appel. Je pense que c'est vrai pour les tribunaux de première instance.
Tu sais, et particulièrement dans les situations où tu vas voir l'avocat adverse et que tu demandes, tu sais, est-ce que tu serais d'accord pour une prolongation? Et si j'obtiens 14 jours supplémentaires, je suis tout à fait prête à accorder, tu sais, 14 jours de plus au ministère public aussi. Et ensuite aller devant le tribunal. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut le faire de manière proactive et pas une fois que la date limite est dépassée. Une autre chose qui me choque vraiment, c'est le fait que je pense que Mackenzie Shirila, à cause de son envie d'être une TikTokeuse, à cause de son envie d'être une influenceuse, tout ça, je pense vraiment qu'elle croyait que faire ce documentaire Netflix allait l'aider dans sa cause. Et je suis sûre que son avocate pensait, on va le faire, tu peux le faire. Et ensuite, je ferai appel à la Cour suprême de l'Ohio, mais la Cour suprême de l'Ohio doit en fait accepter de l'entendre. Je pense qu'avec la composition actuelle de la Cour, ils vont dire, oui, allez voir ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Mais je pense qu'il pensait que ça serait utile. Et je ne pense pas que ce soit utile parce que je ne pense pas qu'elle ait l'air bien du tout. Vous savez, il faut supposer qu'il pensait que ce serait utile parce qu'on voit clairement à la fin du documentaire qu'elle est dans la pièce avec son avocate lorsqu'elle fait, vous savez, l'entretien. Mais il est difficile d'imaginer comment ils ont pu penser que cela soit utile, surtout qu'ils avaient déjà passé beaucoup de temps seuls avec elle. Elle ne donne pas une bonne image d'elle-même, vraiment pas. Et si on doit supposer qu'elle s'est présentée de cette façon après, vous savez, avoir été préparée, eh bien c'est aussi inquiétant. Mais je ne pourrais pas être plus d'accord. Comprendre la stratégie ici est difficile. Tout avocat passant du temps avec son client sait comment son client va être perçu. Il est difficile d'imaginer que ses avocats pensaient qu'elle se présenterait bien. La juge Russo lui a essentiellement dit lors de la condamnation, il est plus que probable que vous passerez le reste de votre vie en prison. Elle lui a dit, car elle pourra demander une libération conditionnelle en 2037 lors de sa première audience devant la commission. Ils ne vont pas, nous sommes dans l'Ohio, ils ne vont pas la laisser sortir à sa première audience. Ce serait très improbable. Et si elle est libérée lors de sa deuxième audience, elle devra montrer des progrès incroyables qu'elle a accomplis. Je travaille beaucoup sur la libération conditionnelle pour des affaires de meurtre majeur dans l'Ohio. Je dois aussi préciser que le documentaire lui a nui, car la commission de libération conditionnelle sera informée non seulement de son existence, mais surtout de son absence de remords. Et ici, dans l'Ohio, lorsque la commission de libération conditionnelle examine la possibilité de libération, ce qui sera pour la première fois après qu'elle aura purgé 15 années complètes, il ne se contente pas d'examiner son dossier carcéral. Vous savez, est-ce qu'elle a eu des rapports disciplinaires? Vous savez, elle a peut-être eu des nominations institutionnelles, mais la commission de libération conditionnelle dans l'Ohio se concentre surtout sur le remords et l'acceptation de la responsabilité. Maintenant, même si elle a certainement le droit à un procès équitable et le droit d'avoir un procès, je peux vous dire d'après mon expérience que ceux qui plaident coupables et ne vont pas au procès, la commission de libération conditionnelle est toujours plus encline à les libérer parce qu'ils ont accepté leurs responsabilités. Mais ici, non seulement nous avons quelqu'un qui est allé au procès, mais en plus, nous avons quelqu'un qui a été condamné et qui continue d'affirmer qu'elle est innocente. Même si c'est vrai, la commission de libération conditionnelle utilisera son absence de remords et son refus d'assumer la responsabilité, comme montré dans ce documentaire, contre elle. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est lorsque le procureur O'Malley, Matt O'Malley du comté de Cuyahoga, a écrit que la Cour suprême ne devrait pas s'occuper de cette affaire. Elle devrait simplement l'ignorer. Il a dit qu'une grande partie des arguments que son avocate de la défense avançait dans son mémoire étaient des arguments fédéraux pour un recours en habeas corpus et des choses de ce genre. Penses-tu qu'ils vont essayer de passer par la voie de l'habeas corpus? Et est-ce que cela pourrait réussir? Tu sais, je pense qui sait ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent à ce stade, surtout depuis que son avocate en appel a raté la date limite, ce qui donne une mauvaise image. Donc, je peux te dire simplement en tant qu'avocate que cette avocate va continuer d'essayer d'intervenir si tu veux. Mais je pense que tu sais, la meilleure option était l'appel direct. Ils l'ont perdu. Comme on le sait, c'est vraiment là que se trouve ta chance. Et donc, je pense qu'en avançant, ils vont essayer d'obtenir une décision favorable, mais les chances sont minces. Elles n'augmentent pas avec le temps. Sans aucun doute, sans aucun doute. Oui. Tout est contre elle. Et il semble qu'à chaque étape, à chaque moment, Mackenzie Shirila prend une décision qui aggrave sa situation au lieu de l'améliorer. C'est vrai. Récemment, il semble qu'une série de mauvaises décisions ait été prise. Oui.
Oui, et malheureusement, elle a un avocat. Donc, tu sais, mais cela dit, parfois les clients font ce qu'ils veulent. On peut les amener à l'abreuvoir, mais pas les forcer à boire. Je comprends aussi cela. Mais oui, elle a pris de mauvaises décisions, surtout dernièrement. Sans aucun doute. Diane et Ashley. Je vous remercie vraiment pour votre temps. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Le procureur du comté de Cuyahoga a déposé une objection pour que l'affaire de Mackenzie Sherrill ne soit pas entendue par la Cour suprême de l'Ohio. Ils ont demandé à la Cour suprême de l'Ohio de ne pas examiner l'affaire. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anne-Jeannette Levy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.